2025. Dans le cadre de cette émission, nous recevons Monsieur Léon Emmanuel Monnet, ancien ministre des Mines et de l'Énergie. Actuellement, il est le président du Conseil politique permanent du PPACI, formation politique dirigée par le président Laurent Gbagbo. Et cette formation politique entend jouer un rôle de premier plan dans le scrutin présidentiel à venir. Monsieur Emmanuel Monnet, merci d'avoir accepté notre invitation. Quels sont les conseils que vous donnez au parti de Laurent Gbagbo pour battre en brèche les positions de la commission électorale indépendante, qui sont d'abord de ne pas organiser une révision de la liste électorale en 2025, et puis la deuxième position, c'est le refus obstiné qu'a cette commission de ne pas inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Notre organe est l'organe consultatif du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Et à ce titre, vous l'avez dit, il donne des avis et conseils à l'ensemble des instances du parti et aux simples militants sur les sujets qui lui sont proposés ou des sujets que le CPP aborde de sa propre initiative, c'est-à-dire par autosaisie. Et donc, il est composé de membres désignés par le président du parti et les statuts du PPACI indiquent que ces membres sont des hommes d'expérience qui ont une grande expérience de la vie, mais qui, de par leur formation pour beaucoup d'entre eux, ont aussi une grande expérience professionnelle et donc ont une expertise. Ce sont donc des autorités morales que le président Gbagbo choisit. Et notre mission première est d'assurer au sein du parti la cohésion. Et comme le CPP est composé d'experts, nous donnons aussi des avis et conseils sur des sujets qui sont d'ordre politique, d'ordre technique, d'ordre scientifique. Et à ce titre, le CPP a déjà produit de nombreux mémorandums, des mémorandums sur le panafricanisme. Nous avons traité de l'historiographie des peuples noirs et envisagé comment les Africains noirs peuvent s'organiser à travers le panafricanisme pour permettre l'émancipation de nos peuples sur le continent africain. Nous avons fait des mémorandums sur le prix du cacao. Nous en avons fait sur la CEDEAO et l'évolution d'un certain nombre de pays en dehors de la CEDEAO vers l'AES. Nous avons donc produit ces mémorandums à la direction du parti et beaucoup d'autres mémorandums. Et sur la question des élections, justement, le CPP y a travaillé et nous avons produit au moins 2 mémorandums en direction de la direction de notre parti que nous avons déposés. Et sur les questions que vous évoquez concernant les élections, nous pouvons dire aujourd'hui, au niveau du CPP, que nous pouvons orienter nos militants vers un diptyque. Le premier de ces diptyques, c'est que nous devons aller à cette élection présidentielle de 2025. Et le parti a pris une bonne décision en ce qui nous concerne, et avec comme candidat Laurent Gbagbo, parce que nous estimons que c'est le meilleur que nous puissions produire, et nous sommes persuadés aussi qu'il est, de tous les candidats qui se sont affichés sur le terrain de ces élections présidentielles-là, le meilleur. Si nous prenons l'ensemble des candidats, celui qui a l'expérience politique la plus aiguë, celui qui a le plus
je pourrais dire, en matière politique, le plus fait de sacrifices pour son peuple, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Ça, on le sait, mais s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, mais c'est justement tous ces éléments de langage-là que nous devons apporter aux Ivoiriens pour qu'ils se sentent dans une posture de mobilisation pour que cette injustice qui est faite à Laurent Gbagbo, cette injustice qui est faite à l'ensemble des Ivoiriens même, puisse être corrigée. Il faut que les Ivoiriens sachent que Laurent Gbagbo est le candidat le meilleur. Et une fois qu'ils l'ont compris, ils peuvent se battre pour que son nom soit inscrit sur la liste. Parce que le contexte dans lequel Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste est un contexte absolument inacceptable. On l'a dit qu'il a produit une casse de la BCEAO. Mais la BCEAO ne s'est jamais plaint. D'anciens hauts responsables de la BCEAO l'ont affirmé clairement. La BCEAO ne s'est jamais plaint d'une casse quelconque de sa caisse. Les procédures judiciaires qui ont amené la condamnation de Laurent Gbagbo sont truffées de turpitudes. Là aussi, d'éminents juristes en ont fait la démonstration. Ensuite, les documents sortis du greffe du ministère de la Justice n'indiquent nullement que Laurent Gbagbo doit être exclu de la liste électorale. Ça aussi, la démonstration en a été faite. Mais tout ça, on peut dire, ce sont des partisans de Laurent Gbagbo qui ont produit de telles déclarations. Mais la Cour africaine des droits de l'homme, qui est l'instance judiciaire de l'Union africaine, indique que notre candidat, Laurent Gbagbo, doit être inscrit sur la liste électorale et à cela, nous n'avons pas de réponse convaincante. Et donc, tous ces éléments de langage-là, nous devons les renforcer auprès de nos militants pour que la seule arme que nous avons, la mobilisation, puisse se faire de telle sorte que Laurent Gbagbo soit candidat. Et à travers cette même mobilisation, nous pouvons amener Laurent Gbagbo comme président de la République de Côte d'Ivoire, à condition aussi que le contexte des élections soit un contexte propre. Et c'est notre deuxième diptyque, aller à des élections dans les conditions qui ne sont pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Quelles sont ces conditions? Aujourd'hui, et le CPP, à travers ses mémorandums, l'a indiqué de façon très claire, il y a trop de pratiques qui ressemblent à de la fraude au niveau de la confection des listes électorales. Des pratiques qui ressemblent à la fraude. Qui ressemblent à de la fraude. On peut les appeler des fraudes. Des fraudes. Voilà, tout simplement. Parce que nous demandons simplement la révision de la liste électorale. Nous demandons qu'il y ait un audit des listings électoraux. Les réponses qui nous sont données, ce sont des réponses à la hussarde. C'est-à-dire que, bon, ils ont parlé, nous on continue notre chemin. Et donc, nous pensons que ce passage en force là, il faut que le parti prenne les dispositions, et les dispositions à prendre, c'est que les Ivoiriens se mobilisent pour que nous puissions aller à ces élections avec le président Laurent Gbagbo, et nous puissions aller à des élections dans des conditions qui soient des élections justes et transparentes. On sait que toute élection demande des alliés, demande des partenariats. Est-ce que vous pensez que le PPACI peut aller seul aux élections, à ces élections 2025 et les gagner? Là encore, à travers un mémorandum que nous avons adressé au parti, et nous sommes heureux que
la suite des événements nous a donné raison. Nous avons recommandé au parti d'aller en faisant des alliances, d'aller en essayant de regrouper l'ensemble de ceux que nous pouvons appeler les groupements de gauche. Et à Bonnois, le président a lancé cet appel. Est-ce que cet appel est entendu? Je pense que il a été entendu. Aucun des partis n'a de façon systématique rejeté l'appel. Et le constat que nous faisons justement à travers l'élément de notre diptyque, c'est que tous ces partis-là indiquent que les conditions d'élection sont inacceptables. Prenez-les tous, y compris notre allié le PDCI-RDA et les autres partis qui ont été appelés, tous sont d'accord pour dire que les conditions dans lesquelles les élections présidentielles 2025 sont en train d'être préparées sont des conditions qui n'apporteront pas des résultats acceptables pour tous et qu'il faut rechercher un consensus, il faut que nous puissions rechercher un dialogue, je pourrais dire, interne pour que ce pays-là puisse aller à des élections qui soient des élections crédibles. D'accord. Imaginons, faisons de la science-fiction, de la politique-fiction si vous voulez, le PPACI remporte l'élection présidentielle de 2025. Quelles seraient alors ses priorités pour les 5 prochaines années? Il a dit qu'il allait engager une politique à visage humain. Et parmi l'un des premiers éléments qu'il a cité, c'est qu'il ne fera qu'un seul mandat. C'est important. Dans un pays qui a traversé une crise depuis 2000, et pour nous, PPACI, cette crise-là continue encore aujourd'hui, il faut une véritable réconciliation. Et il n'y a pas meilleure personnalité que Laurent Gbagbo, qui a tant souffert de cette crise pour véritablement appeler à la réconciliation. Je voudrais rappeler que pour les élections de 2000, les Ivoiriens se sont concertés et ils ont mis en place un organe électoral, la Commission nationale électorale, consensuel. Et ce consensus-là avait débouché sur la formation d'un organe électoral composé d'experts, qui ne soient pas inféodés à des partis politiques. C'est grâce à cette Commission nationale électorale que nous sommes parvenus à faire des élections qui ont permis à Laurent Gbagbo de diriger la Côte d'Ivoire. Malheureusement, la rébellion est venue tout remettre en cause. Mais parlant de cette commission électorale, oui. Est-ce que vous pensez qu'elle peut encore être utile? Il nous faut une commission consensuelle. C'est ça qui est fondamental. Expert ou pas, mais il faut que ce soit une commission consensuelle, discutée, et qui ait un consensus autour, de telle sorte que les résultats soient acceptables. Mais nous sommes à quelques mois de 2025. Mais est-ce qu'on a le temps matériel pour pouvoir... Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la réconciliation dans notre pays. C'est ça qui est fondamental. La question du temps, on peut la gérer. Donc, pour nous, CPP, il nous faut donc aller vers la réconciliation véritable. Et nous pensons que, en faisant un seul mandat, le président Laurent Gbagbo est à mesure de nous apporter une solution au niveau de la commission électorale. D'autres candidats qui ont dit, avant d'être président, je veux juste faire un mandat. Et quand ils sont venus au pouvoir, la polémique du pouvoir, les a amenés à faire 3 ou 4 mandats. Est-ce qu'on peut croire? Est-ce qu'on peut faire confiance? Oui, justement, le parcours de Laurent Gbagbo nous amène à avoir confiance en cet homme. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est de tous le meilleur des candidats.
Les vérités qu'il a proférées, notamment depuis son retour de La Haye, démontrent qu'il a une pleine conscience de son rôle et donc, par exemple, sur la question de la guerre qui avait été projetée contre le Niger, vous avez vu son intervention. Il a intervenu et il a clairement dit que l'Afrique ne pouvait pas s'offrir cette guerre et qu'il fallait négocier pour que le président déchu soit confié à ses pairs africains et que on négocie avec ces pays pour que les choses se déroulent dans un environnement de paix. C'est Laurent Gbagbo qui a eu raison finalement. Voilà. Et donc, sur ces faits-là, nous pouvons dire que si Laurent Gbagbo indique aux Ivoiriens qu'il ne fera qu'un seul mandat, nous pouvons lui faire confiance parce qu'en beaucoup de choses, il a émis de grandes idées, il les a mis en application à travers son programme de gouvernement, à travers le projet de société également. D'accord, nous allons faire un retour sur votre expérience. Vous avez été ministre des Mines et de l'Énergie. Quel regard vous portez sur leur évolution depuis 2010? Dans ce secteur-là, c'est l'exploitation des ressources naturelles. C'est ce que la nature, la providence a mis dans notre sous-sol que nous devons exploiter au mieux des intérêts des populations. Ce n'est donc pas le pétrole d'un tel gouvernement, ce n'est pas l'or d'un tel gouvernement, c'est l'or de notre sous-sol. Et comment nous organiser pour que ces productions naturelles-là ne soient pas déjà des éléments de conflit majeurs? On a vu par exemple au Libéria le diamant, ce que cela a apporté dans ce pays comme affre. Et même des films ont été tournés, les diamants du sang. Mais comment ces produits-là doivent être exploités pour que les autochtones, on peut dire, et donc l'ensemble des nationaux puissent en tirer le maximum de profit. C'est à ce travail-là que nous étions. Quand on prend les lois, à l'époque où j'étais au ministère, c'était 10% qui étaient réservés aux États. C'est largement insuffisant. Aujourd'hui, vous voyez, les pays qui nous entourent sont en train de tout remettre en cause parce qu'il s'agit de richesses qui ne se renouvellent pas. Et donc, il faut travailler à ça. Et donc, le constat que nous faisons, nous voyons des chiffres, nous voyons des découvertes, mais dans quel contexte est-ce que ces richesses-là vont être exploitées? Je prends un seul exemple, la mine d'Ity. Quand nous étions au ministère, Ity était la seule mine qui, on peut dire, appartenait en propre à la Côte d'Ivoire. J'avais la capacité d'en nommer le directeur général, d'en nommer le PCA, et les bénéfices étaient gérés par la Côte d'Ivoire et les autres partenaires, parce que nous avions la majorité dans cette mine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la mine d'Ity a été complètement, tous les actifs, et je ne sais même pas, nous avions plus de 51%, je ne sais pas quel est le pourcentage que détient la Côte d'Ivoire dans cette mine. Je regarde toutes les autres mines qui sont en train d'être exploitées. Quelle est la part de notre pays? Et donc, ce sont des préoccupations. Et nous disons aux Ivoiriens, lorsque Laurent Gbagbo sera de retour, nous allons aussi tirer les expériences d'autres pays miniers et faire en sorte que la Côte d'Ivoire tire beaucoup plus de bénéfices de nos richesses minières. Deuxième chose que nous pouvons dire, c'est que l'orpaillage est devenu... minière artisanale, c'est ça? C'est même pas l'exploitation, parce que l'exploitation minière artisanale est une pratique moderne, qui est codifiée, qui a des lois. Mais l'orpaillage clandestin est un véritable fléau.
Feu le président Henri Konan Bédian en a parlé, mais ça atteint des proportions inimaginables. Et certaines autorités ont dit qu'on utilisait ces orpailleurs-là comme bétail électoral. C'est pas faux. C'est tout cela que nous avons appelé des pratiques proches de la fraude. Non seulement ils vont frauder sur notre nationalité, ils vont frauder sur nos élections, mais ils vont frauder en détruisant nos massifs forestiers. Ils vont frauder en détruisant nos rivières. Ils vont polluer toute cette atmosphère et en dessous de l'or va circuler de la drogue. En dessous de l'or va circuler l'insécurité. Et donc, il est important que la Côte d'Ivoire change de cap. Et c'est la raison pour laquelle CAP 2025 est bien nommé. Il faut que nous puissions changer. Alors, malgré les investissements, le coût de l'électricité reste élevé pour certains ménages et certaines entreprises. À votre avis, quelle politique devrait être adoptée pour rendre l'énergie plus abordable? Je pense que le terme générique de politique à visage humain englobe tout cela. Même si les conditions de production sont chères, le pays doit se donner les moyens. En tout cas pour les ménages en milieu rural ou dans les quartiers difficiles des villes, plutôt que de les déguerpir de n'importe quelle façon, mais on peut subventionner le coût de l'électricité pour ces ménages-là. On peut subventionner le prix de l'eau pour ces ménages, et c'est cela, la politique qui est faite à visage humain. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un message pour les militants, pour le parti lui-même, puisque c'est vous qui êtes les principaux conseillers? Alors, ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir un personnage charismatique, on peut dire cela comme ça, le président Laurent Gbagbo, que ceux qui étaient opposés à sa politique ont essayé d'éliminer. Par chance, il est revenu. Et il est au devant de notre parti. Par la force des choses, il est, je pense, obligé d'être au devant des élections qui viennent. C'est un sacrifice supplémentaire pour nous qui le connaissons. Mais il s'y est engagé. Et donc je peux dire qu'il a fait sa part. Vous savez, quand on regarde l'actualité, il y a certains pays où, placés dans les mêmes conditions, ceux qui étaient à la tête du pays ont pris leur avion et se sont extradés. Laurent Gbagbo est resté parce que tel était son destin que les Ivoiriens lui ont confié jusqu'à ce qu'on le prenne. Il aurait pu perdre la vie. À la grâce de Dieu, Korogo l'a et il a dit, lors de sa première comparution, nous irons jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il a été innocenté. Il a été blanchi. Il est de retour. Et il est devant nous. Ça devrait nous inciter, nous qui sommes ces militants et tous les Ivoiriens, à nous aussi faire notre part de sacrifice. Ce qu'il nous demande, c'est de ne pas aller chercher des bâtons ou des cailloux, mais c'est de nous mobiliser. Mobilisation pour que son parti soit bien implanté. Aujourd'hui, l'implantation du parti se fait, mais pour le CPP, trop lentement. Il faut que nos militants sortent pour installer les bases, pour installer les fédérations. C'est sur cette base-là que Laurent Gbagbo peut, demain, être confiant pour dire « je vais gagner les élections ». Ils sont là, les militants, mais il faut qu'ils se mobilisent à chaque occasion, pas seulement quand il est là,
Mais quand il faut créer les bases, quand il faut créer les sections, créer les fédérations, il faut que nos militants soient dehors pour cela. Et donc, si nous sommes mobilisés, Laurent Gbagbo, comme en 2000, va être inscrit et va remporter ces élections. C'est la conviction du CPP. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Comme vous l'aurez constaté et compris, chers téléspectateurs, les débats s'annoncent houleux et passionnants d'ici 2025. Car en effet, chaque formation politique affûte ses armes pour pouvoir convaincre les Ivoiriens. Merci de nous avoir suivis. Un autre rendez-vous est pris pour une autre édition avec une personnalité politique de l'échiquier national. Au revoir. Le ministre Monet a décidé de répondre aussi par une interview à la CEI, à Coulibaly-Cuvier, mais aussi à donner des conseils. Moi, je suis dépassé. Mais vous savez, l'argent peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige le monde. Et à cause de ça, il y a des décisions surprenantes qui seront toujours prises. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand les décisions pareilles sont prises? Le président Laurent Gbagbo le disait, la lutte pour la démocratie n'est pas encore achevée. Au contraire, elle est même loin d'être à moitié. Les libertés individuelles sont en danger. Tout le monde va en prison aujourd'hui. Quand vous allez, vous trouvez des personnes qu'on est parti chercher en Mauritanie juste parce qu'ils donnaient leur avis à la politique de leur pays. Vous trouvez des relayeurs d'informations qui sont en prison. Vous trouvez tout le monde aujourd'hui en prison pour X raisons. Alors le combat pour la démocratie n'a pas encore véritablement vu son jour en Côte d'Ivoire. Il faut donc continuer le combat. À côté de ça, les élections libres et transparentes n'ont pas encore vu le jour également. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se contenter de ce qu'on offre au peuple alors qu'on méritait bien plus que ça? Aujourd'hui, il faut permettre à tout le monde d'avoir une élection crédible et transparente pour éviter la guerre, pour éviter un désordre absolu. Et c'est ça qu'Alassane Ouattara n'a pas compris. Lui qui est venu en portant les armes, veut encore partir en versant les armes. En 2010, avec une rébellion, il a tué plus de 3000 Ivoiriens. En 2015, aucune opposition, il a gagné haut les mains. En 2020, il a eu des opposants qu'il a refusés. Et là encore, il a tué plus de 200 personnes. Et en 2025, là encore, il veut faire un 4e mandat après avoir fait un 3e qui était anticonstitutionnel. Qu'est-ce que ça peut occasionner? Mais la crème de la crème, c'est que alors qu'il veut faire ce 4e mandat, il décide, lui, d'interdire à ses adversaires les plus farouches de se présenter. À l'instar du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, et de Soro Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale, mais aussi ancien premier ministre non seulement de Ouattara, mais aussi de Gbagbo. Il veut donc affronter qui? Vous allez me demander la question. Certainement, il veut affronter Pascal Affi-N'Guessan. Qui? Est-ce qu'il pourra lui aller aux élections comme ça? On ne sait pas. Il va aussi affronter Tidjane Thiam. Qui? Est-ce qu'il pourra aller aux élections comme ça? Selon on ne sait pas. Parce qu'à Ouattara, tout est possible. On peut se rendre compte qu'au moment venu, Tidjane Thiam, lui, a refusé sa candidature. Pour X raisons. Double nationalité, ce qui sera normal peut-être. On peut se retrouver aussi que Pascal Affi-N'Guessan, sa candidature ne soit pas respectée. Parce que pour le FPI aujourd'hui, il y a énormément de problèmes. Finalement, qui seront donc les adversaires? C'est la question qu'on se pose. La CEI doit être le conciliateur de tout ça, trouver des solutions, mais surtout ne pas faire la politique politicienne dans un organe qui est censé protéger les vies. Là, elle veut plutôt mettre les vies en danger.